Voici les 10 règles pour une bonne chicane. Choisir le bon moment est la bonne arme. Identifier clairement la problématique. Partir de soi. Parler de ses sentiments et éviter de faire un procès à l'autre. Cerner ses propres besoins et les exprimer en jeu. Exprimer clairement l'intensité de son émotion plutôt que de chercher à blesser l'autre personne. Rester en contact avec ses sentiments et ne pas se fermer pendant que l'autre parle. S'entendre sur ce qui est important pour nous deux. Éviter de surenchérir sur ce que l'on ressent tout en minimisant les sentiments de l'autre. Apprendre à écouter le point de vue de l'autre, car lui aussi ou elle aussi a des choses à dire. Ne pas miser sur la vulnérabilité de l'autre. Il faut le voir ou la voir non pas comme un ennemi à écraser, mais comme un interlocuteur qui cherche à faire valoir son point de vue. Enfin, ne pas traîner la querelle à longueur. Apprendre à se coucher et à dormir tout en étant réconcilié. Voilà. À la mise en onde de Junie Limage, au microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous les amis? Alors je n'ignore pas que c'était la Saint-Valentin cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler. Alors il fallait trouver un texte utile au couple, trouver un texte utile au ménage, trouver un texte utile aux relations. Et voilà, je suis tombé cette semaine sur ce beau texte de Chantal Guy, les 10 règles d'une bonne chicane, les 10 règles pour une bonne discussion. Nous allons bien sûr commenter chacune de ces règles. Vous commencez à me connaître. Alors, comment allez-vous les amis? Avez-vous passé une bonne semaine, vous? Qu'avez-vous fait le jour de la Saint-Valentin, bande de coquins? Ah oui, vous n'êtes pas obligé de me dire. Voulez-vous que je fasse une ligne ouverte et que chacun se mette à dire oui, le soir de la Saint-Valentin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, oh, il est allé se cacher. J'en ai une bonne pour vous là. Quelqu'un m'a envoyé une blague. De quoi s'agit-il? Une femme qui dit à son copain, chérie, cette année pour la Saint-Valentin, je veux que tu m'offres quelque chose qui dure toute l'année. Quelque chose que je puisse utiliser toute l'année. Waouh! Le gars avait envie d'aller se cacher car déjà il s'imaginait que madame voulait une auto, quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser tous les jours pendant l'année. Madame veut-elle un condo? Waouh! Alors là, ouf, il s'épuisait à savoir ce que madame voulait. Heureusement pour lui qu'il avait un collègue de travail pour qui aucun problème n'est sans solution. Et là, nous sommes le 13 février, ça veut dire à moins d'un jour de la Saint-Valentin. Il dit, écoutez, ma copine veut vraiment me laisser parce que cette année, elle veut que je lui offre quelque chose qui dure toute l'année. Quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser non seulement toute l'année, mais tous les jours. Et son copain de dire, tiens, mais c'est rien ça. Comment ça, c'est rien? Mais offre-lui un calendrier. Mais c'est vrai qu'un calendrier, on vérifie tous les jours la date. Voilà. Bon, ne me demandez pas quelle a été la réaction de madame en recevant ce cadeau, mais admettons, mesdames, que monsieur n'a pas tort. Et si jamais on tombe sur un calendrier perpétuel, monsieur aurait pu, et avec un peu de générosité, un peu d'imagination, monsieur aurait pu offrir un calendrier perpétuel. Comme ça, madame n'aurait plus à réclamer un autre cadeau
pour la prochaine Saint-Valentin. Sinon, vous allez bien, vous? Très bien, j'espère. Allez vous faire une tasse de thé, une tasse de café, et je vous veux éveiller. Nous allons donc commenter dans un premier temps les 10 règles d'une bonne chicane, les 10 règles d'une bonne discussion, car il y a des chicanes constructives, ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons poursuivre notre série que nous avons lancée la semaine dernière et qui a fait jaser. Des auditeurs, des auditrices m'ont appelé. Waouh! Donc, Bible et science. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre question que la Bible semble régler d'un trait de plume, mais qui n'est pas tout à fait ça. C'est la question de l'âge de la Terre. Ça va? Alors, on s'arrête ici, les amis. Je vous propose ces notes de musique et je vous reviens, c'est promis, pour commenter avec vous les 10 règles d'une bonne chicane, d'une bonne discussion. À tout à l'heure. Alors, revenons à ce beau petit texte de Madame Chantal Guy, spécialiste en psychologie du couple. Les 10 règles d'une bonne chicane. D'abord, il y en a parmi vous qui risquent d'être choqués parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'une chicane puisse être bonne. Oui, il y a de bonnes chicanes, il y a des chicanes qui méritent la peine d'être faites. Et moi, j'aime à dire, quand un couple me dit, ah, vous savez, je m'entends si bien avec mon partenaire que on n'a jamais de dispute. Ah, quand des gens sont en relation, et peu importe la nature de la relation, ça peut être une relation amoureuse, et là encore, peu importe le cadre de cette relation amoureuse, vous vivez ensemble ou alors vous êtes seulement en relation, vous êtes chum-blonde, vous êtes marié, ou alors ça peut être une relation collégiale, une relation entre voisins. Dès que la relation s'intensifie, eh bien, il y aura matière à se chicaner. Donc quand deux personnes qui sont en relation me disent « Ah, nous nous entendons si bien que nous n'avons jamais de chicane », et je réponds tout de suite, c'est que l'une d'entre vous a choisi de s'effacer pour accepter tout ce que l'autre veut, ou alors l'une d'entre vous a cessé d'exister tout simplement. Parce que même quand vous êtes des frères ou des sœurs siamois ou siamoises, même si vous êtes de parfaits jumeaux, eh bien, vous n'êtes pas identiques. Ça veut dire, il y aura des jours, il y aura des enjeux que vous verrez de manière différente. Donc, si vous me dites que vous vous entendez si bien que jamais n'avez-vous de chicane, il y en a un d'entre vous qui choisit de s'effacer, qui choisit de s'oublier pour éviter de perdre l'autre. Et ce n'est pas une bonne stratégie. Ce n'est pas bien de s'aliéner, ce n'est pas bien de s'effacer dans une relation. Il faut être soi-même, bien sûr qu'il faut faire des compromis. Le monde ne peut pas tourner toujours dans mon sens à moi. Il faut faire des compromis, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut et ne pas toujours céder aux caprices de l'autre. Donc il y a de bonnes chicanes. Il y a des chicanes constructives et il est même recommandé d'avoir, n'est-ce pas, des discussions pour s'exprimer, pour s'affirmer, pour défendre son point de vue, question de mieux se comprendre, quoi. De même qu'il y a de mauvaises chicanes. Et l'auteur ici nous propose 10 règles, puisque les chicanes sont inévitables, 10 règles pour qu'on tire le meilleur parti d'une chicane. Première règle, choisir le bon moment. Écoutez, si tu veux avoir une bonne discussion avec ton chum, ou si toi,
homme, tu veux avoir une bonne discussion avec ta blonde ou ta femme, tu lances pas le sujet 3 minutes avant qu'il ou qu'elle ne parte au travail. Ça s'appelle de l'évitement. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça. Ils disent, mais puisqu'il faut en parler, on va en parler, mais ils attendent 3 minutes avant que l'autre ne quitte pour lancer le sujet. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire en 3 minutes? À peu près rien. On ne peut rien régler en 3 minutes. Donc, il faut choisir le bon moment. Choisir le bon moment, ça veut dire aussi choisir le bon endroit. Tu ne lances pas une discussion qui nous concerne comme couple devant mon beau-frère. Oui, toi, tu es à l'aise parce que c'est ton frère. Tu es à l'aise parce que c'est ta sœur. Tu es à l'aise parce que c'est ta mère. Tu es à l'aise parce que c'est ton père. Mais moi, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas mon frère. Et il me semble que un couple, c'est une relation à deux. C'est une relation, c'est un duo, quoi. Donc, c'est pas un orchestre de chambre, hein. Vous savez, pour certaines personnes, un couple, c'est un orchestre de chambre. On y retrouve 5-6 personnes, le frère, la sœur, la belle-mère, le beau-père. Donc, tout à coup, on se retrouve à 6 pour régler quelque chose qui nous concerne, nous deux. Non. Quand on veut avoir une chicane, une discussion constructive, on choisit le bon moment, mais on choisit aussi le bon endroit, le bon cadre, quoi. Bon. Et le bon endroit, souvent, pour avoir une bonne discussion, c'est dans la chambre à coucher. C'est dans la chambre à coucher, on attend que les enfants soient couchés. On peut aussi choisir d'aller discuter ailleurs. On peut choisir d'aller discuter dans un restaurant. Il y a d'autres couples qui choisissent, question de décrocher, de passer un week-end au chalet, de passer un week-end, n'est-ce pas, à l'hôtel, pour avoir une bonne discussion. N'évitez pas les discussions. L'évitement n'est pas une bonne stratégie en thérapie. L'évitement n'est pas une bonne stratégie en relation de couple. Savoir choisir le bon moment, mais aussi savoir choisir la bonne arme. Qu'est-ce à dire? Vous ne prenez pas une mitraillette pour tuer un maringouin, là. S'entend, vous ne prenez pas une mitraillette pour tuer une bigaille. S'entend. Bon Dieu. Eh bien, parfois, en couple, on a tendance à exagérer le problème. Voilà, monsieur est en retard. Monsieur oublie que c'était la Saint-Valentin. Bon, si pour vous c'est important. Monsieur oublie que c'était votre anniversaire de mariage, votre anniversaire de relation. Monsieur oublie que c'était, n'est-ce pas, votre date de naissance. Fine, je ne dis pas que ce ne soit pas d'intérêt. Mais on s'entend que c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que monsieur oublie que nous sommes, ma foi, le 18 février, qu'il ne vous aime pas. Vous dites, ah oui, mais s'il m'aimait vraiment, il se serait souvenu que c'est un 18 février qu'on a eu notre premier baiser. Bon, je ne dis pas qu'un premier baiser ne soit pas important, mais parfois on ne s'entend même pas sur le premier baiser. Une fois j'allais, mais ça c'est intéressant, j'allais marier des gens, et puis au gré des rencontres préconjugales, j'ai demandé au gars, oui mais tiens, vous avez commencé à sortir ensemble à quelle date? Le gars il a donné une date, la fille a dit ben non. On a commencé bien longtemps que ça, 6 mois avant. Le gars a dit, ah oui, il me semble que c'était 6 mois après. Mais parfois, on ne s'entend même pas sur la véritable date, là. N'est-ce pas? The day, là. Voilà. Donc, ne pas choisir une pompe à eau d'incendie pour évacuer une mouche. Parfois, vous appelez le pompier juste pour une mouche. Ça va? Savoir proportionner l'arme à l'enjeu. Ça va? Bon. Autant dire, n'exagérons pas le problème. Quand je dis n'exagérons pas un problème, c'est vrai que quand c'est moi qui suis offensé, le problème devient aussi gros que l'Himalaya, là. Mais quand c'est l'autre, je dis, ah, mais c'est une petite mouche. Donc, il faudra apprendre à trouver l'équilibre. Autant dire, ne lâchons pas des bombes atomiques pour quelque chose qui doit être réglé, mais qui ne mérite pas nécessairement un ultimatum.
Quand tu dis à ton gars, la prochaine fois que tu oublieras ma date de naissance, ce sera la fin. Mon Dieu, s'entend que et c'est une grosse menace. Hein? Alors que tu aurais pu l'exprimer autrement. Le dire, chérie, cela me blesse que tu oublies, toi, mon amoureux, ma date de naissance. C'est comme si je n'avais pas d'importance à tes yeux. Là, on se comprend mieux. Deuxième règle, nous dit Chantal Guy, n'est-ce pas? Et c'est une règle très importante, c'est identifier la problématique. Les gens se chicanent certaines fois, mais si vous leur demandez, mais pourquoi vous vous chicanez? Ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils se chicanent. Est-ce qu'on se chicane parce que j'oublie ta date de naissance? Ou bien est-ce qu'on se chicane parce que j'ai pas donné ma contribution pour l'hypothèque? L'affaire, c'est que vous choisissez le jour où il oublie de faire sa contribution pour l'hypothèque pour lui reprocher son oubli de votre date de naissance. Identifiez clairement la problématique. Parce que sinon, vous allez passer la journée à vous disputailler, à vous discuter, peut-être même à faire appel à la police, et puis sans savoir clairement l'enjeu, quelle est la problématique. Bien, puisque c'est vous qui initiez la discussion, mais soyez au moins clair de ce qui ne va pas. Ça va? Et allez-y une problématique à la fois, s'il vous plaît, messieurs, dames, là. Vous profitez de cette discussion pour rappeler mais tout ce qui ne va pas en 10 ans de relation. Et puis, pauvre madame, elle pensait que tout allait bien. Mais non, elle réalise que rien n'allait, mais que toi, tu jouais la comédie parce que tu attendais le bon moment. Donc, pour une discussion, tu sors 15 problématiques. Penses-tu vraiment qu'on puisse résoudre 15 problèmes en une seule chicane? Allez-y, un sujet par chicane. Ça va? Vous avez la vie pour discuter. Et une dispute ou une chicane qui est bien menée n'est pas mauvaise en soi. Ça va? Une problématique par discussion. Oui. Troisième élément, et ça c'est très important. Quand vous avez une dispute, une discussion, une chicane avec votre partenaire, parlez en jeu. Vous savez, il y a des gens, vous avez un conflit à régler avec eux, ils mettent là-dedans toute votre famille. Ah oui, on m'avait dit ça, hein, vous les gens du Cap, vous êtes comme ça. Oui, c'est vrai, dans votre famille, hein. Ah oui, dans votre famille, on me dit que votre mère était comme ça aussi. Ah oui, pendant qu'on y est, vos tantes sont comme ça aussi. Vous savez que j'étais pas au courant, mais je suis au courant. Mais non, mais bon Dieu, est-ce que vous réalisez que vous embarquez toute ma tribu? Vous êtes en train de parler de toute ma famille, là? Mais c'est pas sérieux de faire ça. Et vous complexifiez inutilement la dispute parce que vous y mettez ma mère, vous y mettez mes tantes, vous y mettez mes oncles. Tant qu'à y est, vous y mettez toute la région du Nord, là. Pensez-vous vraiment que je sois concerné par les gens de ma ville? Ou bien est-ce que vous voulez vous exprimer autrement? Dites-moi ce qui ne va pas, mais parlez en jeu. Chérie, je suis blessé parce que en ce jour de la Saint-Valentin, je m'attendais à recevoir des fleurs de ta part. Moi, je vais dire, ah, tu sais, d'accord, je savais pas que recevoir des fleurs en la Saint-Valentin était si important pour toi, mais moi, pour moi, c'est une activité commerciale. Vous voyez? Le fait par toi d'exprimer ton problème en jeu me permet aussi de m'exprimer en jeu. Et je me rappelle dans un cours de psychologie de couple, il y avait justement un prof qui nous apprenait à parler en je-tu. Hein? Je pense que c'est même le titre d'un livre. Je-tu. Tu t'exprimes en jeu. En t'exprimant en jeu, tu m'offres l'opportunité de m'exprimer moi aussi en jeu. Donc je sais où est-ce que tu es situé, pourquoi ça te fait mal, parce que tu l'as dit en jeu, sans embarquer toute ma tribu, toute ma famille, toute ma race, tout mon pays. Et bien de même, moi, en te répondant, je ne vais pas dire, ah oui, hein, c'est seulement ma famille qui a des problèmes. Hein. Oui, quand il s'agit de ma mère, mon père, mes frères, oui, les problèmes deviennent plus grosses. Et toi alors, qu'est-ce que tu dis de ta sœur?
Alors là, on se complique la vie inutilement. On va se parler en je tue. Ça va? Quatrième règle, n'est-ce pas? Rester branché sur ses sentiments. Ça va? Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Mais pourquoi ça te fait mal? Mais parce que, eh bien, quand j'étais jeune, voici ce qui est arrivé. Mais raconter un petit peu, prendre le temps. Soit, n'aie pas peur de révéler tes vulnérabilités. Si on est là pour s'exprimer, mais arrêtez de jouer au Superman ou de jouer à la Superwoman. Vous savez, parfois, c'est ce qui brise une relation de couple. Pendant 10 ans, le gars ignorait ta date de naissance, ou bien pendant les 5 dernières années, il ignorait l'anniversaire de votre relation. Pendant toutes les dernières années, il n'a jamais fêté la Saint-Valentin avec toi. Ça ne t'a jamais rien fait en apparence, mais tu cachais ta frustration. Tu faisais de l'évitement pour ne pas perdre le gars ou la fille, mais d'un coup, tu exploses. Non, reste branché, nous dit Chantal Guy, sur tes émotions, sur tes sentiments. C'est précisément pour cela qu'on a une bonne chicane, parce que tu veux exprimer ton sentiment, tu veux exprimer peut-être ton ressentiment, tu veux exprimer tes émotions. Alors vas-y. Ça va donner à l'autre, n'est-ce pas? Ça va permettre à l'autre de te connaître un peu mieux et de te dire lui aussi ou elle aussi ce que lui ou elle en ressent. Ça va? Une bonne chicane, c'est une chicane dans laquelle on exprime son point de vue sans chercher à blesser l'autre. Oh là là! Regarde. Même l'état d'esprit dans lequel tu entres dans cette chicane, il est malsain. Tu dis, m'bois le bouli. Ah oui, je sais, je vais attendre qu'il oublie. Je sais. Une journée, ça dure 24 heures. Voilà, je vais attendre à minuit pour voir s'il n'a pas caché des fleurs ou des chocolats quelque part. À minuit, j'exploserai. Non, regardez. Une chicane, c'est fait pour s'exprimer, c'est fait pour dire ce qui ne va pas, c'est fait pour présenter son point de vue, c'est fait pour présenter sa colère, mais c'est pas fait pour blesser l'autre. Et ce n'est pas vrai que parce que je suis en colère, je dois forcément te blesser. Ça va? Une chicane, c'est un échange, ce n'est pas un monologue. Ah, je connais quelqu'un, il dit, ah oui, mon parole, oui, pour me parler. Donc, je voudrais avoir une discussion, une parole pour me parler, comme si une parole. Ok. Et là, très bien, tu es à l'écoute. De combien de temps disposons-nous? d'1 heure. Fine. La personne expose son point de vue. Elle expose son point de vue pendant 58 minutes. Or, l'échange devrait durer 1 heure. Alors, mais une chicane, c'est un échange, c'est pas un monologue. Si tu veux faire un monologue, enregistre-toi sur ton cellulaire et envoie un WhatsApp à ton ami, dis voici ce qui ne marche pas. Donc, si tu veux que la chicane ou la dispute ou la discussion soit constructive, eh bien, dis-toi bien que c'est un échange, ça va? Donc, il y a un moment pour m'exprimer moi, et l'autre, par respect pour moi, doit m'écouter, mais il y a un moment aussi où tu te tais pour écouter l'autre. Et ça ne doit pas être un dialogue de sourds où quand il parle, il te coupe, et quand tu parles, ou quand il parle, tu le coupes. Non, c'est un échange, ça va? Et souvent, les discussions tournent en dispute parce que il t'a écouté ou elle t'a écouté, mais quand vient le moment pour lui ou pour elle de parler, tu le coupes, tu te lèves, tu veux pas l'écouter, tu dis, ah oui, c'est des bobards que tu me racontes là. Non, c'est pas sérieux. On avance? D'accord. Entendez-vous sur ce qui est essentiel et sur ce qui est accessoire. Ça va? Ce qui compte, c'est que nous ayons une relation. Ce qui compte, c'est que je t'exprime mon amour. Mais est-ce que c'est vraiment important qu'à chaque Saint-Valentin, on aille manger dans les meilleurs restaurants, dépenser une somme qu'on n'a pas seulement parce que c'est in de dire à son travail demain matin que hier mon chum m'a amené à manger. Souvent, c'est souvent, vous savez, on appelle ça une pression sociale. Est-ce que vous réalisez que nos vies sont régies par
le calendrier des spécialistes de marketing. Il me semble qu'on vient à peine de sortir de Noël et à Noël, on a dépensé comme des fous. Un peu plus d'1 mois plus tard, tu m'emmerdes avec une autre fête. Et là, je dois dépenser encore chocolat, fleurs, machin et cadeaux qui durent toute l'année. OK. Dans quelques semaines, ils vont nous emmerder avec Pâques. Et il faut offrir des petits lapins de chocolat. Après, c'est l'été qui commence. Mais est-ce que vous pouvez me lâcher un peu? Alors, très bien. Est-ce que la discussion peut vous amener à distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire? Ce qui compte, c'est que on célèbre notre amour, ça va? Mais on est en amour, on s'aime, on s'envoie des câlins, on s'envoie des baisers, on s'envoie des textos. Aujourd'hui, toutes les plateformes sont là pour s'exprimer un amour. Est-ce que c'est nécessaire à 14 jours du loyer ou à 16 jours du loyer, à 14 jours, le mois de février compte 28 jours. Est-ce que c'est sain, S-A-I-N, à 14 jours du loyer, d'aller balancer, je ne sais pas moi, étant donné votre budget, une centaine de dollars, à aller manger dans un bon restaurant pour pouvoir dire le lendemain, j'ai amené ma blonde au restaurant, je suis un gentleman, ou bien pour pouvoir dire à ses amis, ah oui, mon chum m'a amené, waouh. Une bonne discussion devrait pouvoir vous aider à démêler l'essentiel du superflu, ça va? Ah, écouter aussi le point de vue de l'autre signifie qu'au terme de la discussion, on découvre quelque chose sur lui. Tu sais, une bonne discussion, là, une bonne dispute, une bonne chicane, c'est fait pour qu'on progresse. Ce n'est pas fait pour que j'ai raison. Ah oui, ouais. Mais j'ai raison là, dis-moi que j'ai raison là. Ah non, je savais, tu me donnerais jamais raison. Mais le but, non mais enfin, le but de cet échange, ce n'est pas que tu gagnes ton procès là. Tu n'es pas au tribunal et puis là tu dis yes, je viens de le planter pour une fois. Il avoue que j'ai raison. Non, ton but à toi, ce n'est pas de supplanter le gars ou toi le gars de supplanter la femme pour dire ah je sais que les gars ne gagnent jamais un procès contre une femme mais aujourd'hui j'ai vengé la race. Elle a admis que j'ai raison, bonne chance là. Ah oui. Connaissez-vous vous beaucoup de femmes qui disent ok vous avez raison? Junie, en connais-tu? Junie elle-même, une femme dit ah je ne connais pas de femmes qui disent au gars oui t'as raison. C'est une blague, mais le fait est que l'échange n'a pas pour but premier d'avoir raison et de donner tort à l'autre. L'échange a pour but de se comprendre. Parce que l'autre a parlé en jeu, toi tu as parlé en jeu, il a parlé en tu as répondu en jeu, on se comprend mieux et la relation fait un bond vers l'avant. Ça va? Ne pas miser sur sa vulnérabilité. Je le savais, j'aurais jamais dû accepter ta promesse. L'année dernière, tu te rappelles, à 7 heures, tu m'avais fait la même promesse. Tu tiens pas ta parole. Ouf. Tu tapes sur la vulnérabilité de l'autre. Dans une chicane, dans une discussion, on ne cherche pas à écraser l'autre. On cherche à lui présenter notre point de vue pour qu'il comprenne notre point de vue. De même, on est à l'écoute de son point de vue pour qu'on aille de l'avant. Et enfin, ne pas laisser la chicane traîner en longueur. De même qu'une chicane, une discussion de 10-15 minutes n'est pas sérieuse, là, on ne peut pas régler un truc en 10 minutes. De même, une chicane qui dure toute la sainte journée que l'Éternel a faite, et qui se termine sur 2 lits différents, ou bien des personnes qui dorment, n'est-ce pas, en tête à queue. Ah oui, non, écoutez, même si je dors dans la même chambre que toi pour que les enfants ne voient pas qu'on s'est chicané, mais non, je ne mettrai pas ma tête au même endroit que toi, mais non. Soyons sérieux, une bonne discussion doit pouvoir se terminer avant de faire dodo, on s'entend. Donnez-vous suffisamment de temps pour vous comprendre et qu'au moment où vous allez vous coucher, on puisse faire la paix. Et laissez-moi vous faire un petit secret. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus à la suite d'une bonne chicane. Parce qu'une chicane qui est menée de bonne foi,
Une chicane dans laquelle monsieur ne cherche pas à gagner, ou alors madame ne cherche pas à supplanter l'autre, c'est une chicane qui se termine par un bon baiser et tout ce qui vient après. Je ne veux pas vous faire un dessin là, mais vous me comprenez, bande de coquins. Alors, ne laissez pas une chicane traîner en longueur. Okay? Entrez dans la discussion de bonne foi, soyez à l'écoute de l'autre, laissez-le s'exprimer et exprimer son point de vue. Assurez-vous de comprendre, validez ce que vous comprenez en lui disant « Chérie, est-ce que j'ai bien compris ?» Ce qui te blesse, c'est que j'ai pas appelé le jour de ton anniversaire. Fine, ok, c'est ça là, ok, valide. Mais une fois qu'on a réglé ce problème, est-ce qu'on peut faire la paix? Bon, on n'est pas obligé de faire un bébé le jour même là, mais est-ce qu'on peut faire la paix et recommencer à redevenir amoureux? Ça va les amis? Voilà. C'était les conseils de Chantal Guy, les 10 règles d'une bonne chicane. À tout à l'heure. Alors, les amis, nous allons donc poursuivre notre série de chroniques sur le rapport existant entre Bible et science. Il y en a qui prennent la Bible au pied de la lettre, qui disent, écoutez, tout ce que la Bible dit, c'est la vérité, et c'est pour cela que la Bible est parole de Dieu. Il ne faut pas commencer à douter de la parole de Dieu, et dans tout ce que la Bible affirme, elle dit vrai. Et moi, je vous dis, faisons attention, parce que la Bible n'enseigne pas des vérités scientifiques, la Bible n'enseigne pas des vérités historiques, la Bible n'enseigne pas des vérités psychologiques, la Bible n'enseigne pas des vérités biologiques. La Bible, c'est un ensemble de textes religieux qui expriment les croyances de peuples au pluriel, de temps passé au pluriel. Ce livre-là, il peut être utile dans la mesure où on prend le temps de le replacer dans son contexte de croyance d'autrefois et tirer, si vous voulez, des leçons de choses de ce qu'elle dit, au même titre qu'on peut tirer des leçons de choses d'une bonne fable de La Fontaine. Voilà pourquoi j'ai dit que la véritable place de la Bible, c'est dans un musée. On va contempler ce qu'elle dit. On essaie d'expliquer que ces affirmations viennent d'un autre temps, mais que ce ne sont pas des affirmations scientifiques, ce ne sont pas des affirmations historiques, ce ne sont pas des affirmations biologiques ou psychologiques ou autres. Et là, on s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour vous en faire la démonstration dans une chronique que j'appelle Bible et Science. Alors, je vous pose la question, quel est l'âge de la Terre ? Pour vous aider à saisir un petit peu où je veux vous emmener, eh bien, je vais dans un premier temps vous lire un texte de la Bible, puisqu'on en parle. Je vais vous conduire, n'est-ce pas, au livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 1er, et ensuite je vais vous lire 2 autres textes dans l'évangile de Matthieu, et dans l'évangile selon Luc. Et on va voir le rapprochement. Genèse chapitre 2, verset 1er. Alors, le chapitre 2 suit évidemment le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, l'auteur du livre de la Genèse nous dit, mais voici comment Dieu a créé l'univers. Au premier jour, il fait ceci. Au deuxième jour, il fait cela. Au troisième jour, il fait ceci. Au quatrième jour, il fait cela. Et on y va jusqu'au 6e jour. Et on est justement au chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc, Dieu a créé tout l'univers en une semaine de 6 jours. Et au 7e jour, il s'est reposé. Il se repose au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce que ce texte suppose, c'est que tout l'univers, n'est-ce pas, les planètes, les exoplanètes, la Terre, les astres, tout ça a été créé
créé ou est venu à l'existence en 6 jours. 6 jours de 24 heures. Là, n'allons pas ailleurs pour dire, écoutez, peut-être que le mot jour a un autre sens. Non, le mot yom en hébreu, je connais l'hébreu, signifie justement une journée dans un cycle de 22-24 heures. Ça va? Bon. L'autre information qu'il nous faut aussi, qu'il nous faut vous fournir à partir du texte de la Bible, c'est que la Bible ne nous permet pas de supposer qu'il s'est écoulé un laps de temps entre la formation de l'univers et la création de l'homme. Parce que pendant cette même semaine de 6 jours, non seulement Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les planètes, mais Dieu a créé aussi les humains. Il a créé l'homme et quelque temps après, il réalise que l'homme est malheureux sans son vis-à-vis. Il l'endort, il tire de la côte de l'homme un os duquel il va créer un autre être, etc. Et là, nous sommes toujours dans le chapitre 2. L'Éternel, n'est-ce pas, crée un jardin, et dans ce jardin, il place à l'homme qu'il a créé toujours, n'est-ce pas, dans cette semaine de 6 jours. Donc, il y a 2 affirmations qui sont importantes, qu'on retrouve dans la Bible, le livre de la Genèse. On est toujours en train de se poser la question, c'est quoi le rapport entre Bible et science? C'est que tout l'univers a été créé en une semaine de 6 jours, et que entre la création de l'univers, la création de la terre et l'homme qui va y vivre, il n'y a pas un grand laps de temps puisque tout a été créé à l'intérieur de 6 jours. Mais là, il nous faut maintenir notre question, mais quel est l'âge de la terre? Quand est-ce que tout ça a été fait? Et là, je vais vous amener dans le Nouveau Testament qui va aider ceux qui y croient à se faire une idée de l'âge de la terre. On s'en va dans le Nouveau Testament, d'abord dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu nous présente la généalogie du Christ. Hein, pas vrai? Matthieu chapitre 1er, on lit du chapitre 1er, enfin du verset 1er au verset 17, et ça c'est Matthieu qui dit, écoutez, moi, voici l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Il dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas engendra... Et puis là, il décline toute la généalogie de Jésus-Christ et il en arrive, n'est-ce pas, au verset 15 à nous dire Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Et il dit, le verset 17, il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et là, c'est important, là. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu dit, écoutez, je ne sais pas encore combien de générations se sont écoulées entre Adam et Abraham, Adam le premier homme et Abraham, mais moi, je peux vous dire précisément combien de générations se sont écoulées entre Abraham et le Christ. 14 entre Abraham et David, 14 entre David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 entre la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc là, je sais techniquement combien d'années se sont écoulées entre Abraham et le Christ. Pour une raison bien simple, parce que, ça c'est important, une génération au temps de la Bible, c'est environ 31,7 années. Ça c'est important de noter ça. Et à partir de ça, vous allez parvenir, n'est-ce pas, à comprendre pourquoi les biblistes sont en mesure d'attribuer un âge précis à la terre. Maintenant, je vous conduis ailleurs. Luc chapitre 1er. Dans Luc chapitre 1er, l'évangile de Luc, n'est-ce pas, nous présente, si vous voulez, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Voici ce qui s'est passé, blablabla. Plus tard, il va faire exactement le même exercice que Matthieu, n'est-ce pas, a fait. Au chapitre 3, donc, Luc va faire exactement le même exercice que Matthieu a fait.
Il va présenter l'arbre généalogique de Jésus. Et si vous comparez ces deux arbres généalogiques, ils ne sont pas identiques. Hein, donc il se pose un problème. Qui dit vrai? Mais bref, ce n'est pas tellement ça l'enjeu que je veux aborder aujourd'hui. Je veux tout simplement vous poser la question, mais quel est l'âge de la terre? Eh bien, Luc, au chapitre 3, présente l'arbre généalogique de Jésus, mais il fait plus que Matthieu. Matthieu était parti d'Abraham jusqu'à Jésus, mais Luc, lui, il fait mieux. Il part d'Adam jusqu'à Jésus. Et là, on compte. On nous dit que Joseph est fils d'Élie, Élie est fils de Matat, Matat est fils de Lévi, Lévi est fils de Melchi, et il nous enchaîne cet arbre généalogique de génération à génération jusqu'à Adam. Alors, c'est simple. Puisque dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, on nous affirme que l'univers et l'homme ont été créés en une semaine de 6 jours, si je peux situer la semaine à laquelle Adam a été créé, je peux facilement déduire sur la base de la Bible l'âge de la terre. Et en lisant Matthieu, en lisant Luc, on m'offre la clé. Luc nous dit, Joseph est fils d'Élie, Élie est fils de Matat, Matat est fils de Lévi, et il enfile la généalogie jusqu'à Adam. Alors, c'est simple. Puisqu'on sait qu'une génération, n'est-ce pas, au temps de la Bible, c'est environ 31 années et 7, je n'ai qu'à compter le nombre de générations que Luc, n'est-ce pas, a indiqué et que Matthieu a ajouté pour déterminer l'âge de la terre. En sorte que ceux qui prennent la Bible au pied de la lettre vous disent, quand on leur pose la question, mais quel est l'âge de la terre? Ils répondent que la terre a 6000 ans. Et si vous leur demandez comment ils en arrivent, n'est-ce pas, à faire ce calcul, eh bien, je vous montre comment. Alors, avant de diviser, ce qu'ils font, ils disent, écoutez, entre Jésus et Adam, on calcule qu'il y a 133 générations. On multiplie, grosso modo, le 133 par le fameux 30, le fameux chiffre 30 que dure une génération, ça nous donne 4000 ans entre Adam et le Christ. Et puisque entre le Christ et nous aujourd'hui, il y a un autre 2000 ans qui se sont écoulés, on ajoute 2000 aux 4000, ça donne 6000 ans. Et les gens qui prennent la Bible au pied de la lettre vous disent, écoutez, la terre a 6000 ans. Et je vais même vous dire, écoutez bien, il y avait un monsieur, un savant, bibliste par le passé, à qui on a posé la question, mais quel est l'âge de la terre? Il a dit, la terre a 6000 ans, et il ajoute, la terre est venue à l'existence un 26 octobre. Waouh! Et il a fait tout ça sur la base des versets de la Bible. Si vous posez la question à nos amis protestants, nos amis évangéliques, là, parce qu'aujourd'hui les catholiques ne croient plus à ça, parce que les catholiques ont une académie pontificale de sciences, académie à laquelle ils invitent de vrais scientifiques qui ne sont pas nécessairement croyants à venir partager avec les conseillers du pape en matière de sciences les dernières avancées scientifiques. Ce sont plutôt les protestants, les évangéliques, les born again, et quand on dit les protestants, mettez les baptistes, les églises de Dieu, les adventistes, etc., ce sont plutôt eux qui tiennent au pied de la lettre, n'est-ce pas, des affirmations de la Bible. Et puisque Luc leur offre la clé, Luc donne le nombre, n'est-ce pas, de générations qui se sont écoulées entre Adam jusqu'au Christ, ils ont ajouté aux indications de Luc les indications de Matthieu, ils en sont parvenus à déterminer qu'il y aurait quelque chose comme 133 générations entre Adam et Christ. On multiplie ça grosso modo par le chiffre 30, qui est la durée d'une génération. Ils obtiennent le beau chiffre de 4000. Et puisque nous sommes 2000 ans après le Christ, les gens vous disent la terre a 6000 ans. Est-ce que c'est vrai ça? La terre a-t-elle 6000 ans? Réfléchissez un instant. Je vais maintenant vous apporter la réponse de la science et les faits sur lesquels la science se base. Réfléchissez un petit instant. Savez-vous que si la Terre a seulement 6000 ans, vous et moi ne sommes même pas encore nés? Le savez-vous ça? Je vais vous le dire. Le genre Homo, parce que nous sommes des Homo sapiens, des humains. Nous ne sommes pas
sortis de la poussière comme ça, là, n'en déplaise à la Bible, nous avons évolué d'autres êtres qui sont venus avant nous. Vous dites, ah oui, mais la théorie de l'évolution. Mais oui, mais ne vous éclatez pas trop. La théorie de l'évolution a été présentée et défendue par Charles Darwin, qui est un séminariste. Charles Darwin, c'était pas un athée, quelqu'un qui croyait pas en Dieu. C'est quelqu'un qui lisait la Bible, qui allait à l'église, qui était même au séminaire. Le père de Charles Darwin était pasteur. Donc c'est pas quelqu'un qui voulait détruire la Bible ou le christianisme. Il a dit, moi, Dieu m'a donné de l'intelligence. Je veux l'utiliser pour bien comprendre ce qui se passe là. Ça va? Et il a dit, non, les humains ou aucun être vivant n'a paru tel qu'il est là. Il a évolué. Et ce que je dis, c'est que si la Terre n'a que 6000 ans, vous et moi ne sommes même pas encore nés. Pour quelle raison? Parce que le genre homo duquel vous et moi dérivons, c'est un genre qui a entre 2,5 à 3 millions d'années depuis que ce genre a paru. Donc, nous ne sommes pas nés encore si la Terre a seulement 6000 ans. Et en plus, l'homo sapiens tel que nous le connaissons là, n'est-ce pas? C'est au moins 300 000 ans. Donc si la Terre a seulement 6000 ans, nous ne sommes pas nés encore. J'ajoute, si la Terre a seulement 6000 ans, savez-vous quoi? L'agriculture n'est même pas encore découverte. Vous n'y pensez pas. Aujourd'hui, tout le monde comprend que ce que nous mangeons et que nous achetons à l'épicerie, il a été semé, arrosé, on lui a laissé un certain temps pour qu'il sorte de la terre et ensuite nous sommes allés moissonner ou récolter ce qui a été semé. Ça s'appelle l'agriculture. Mais vous savez, l'humain a découvert l'agriculture il y a seulement 10 000 ans. Donc, l'agriculture a été découverte il y a 10 000 ans. Donc, si vous me dites que la Terre a seulement 6 000 ans, c'est que l'agriculture n'est même pas encore découverte. On avance. Si vous dites que la Terre a seulement 6 000 ans, nous avons un sérieux problème avec des espèces qui ont existé avant nous. Les dinosaures, par exemple. Mais si la Terre a seulement 6 000 ans, vous venez de supprimer dans l'arbre des vivants les dinosaures. Vous savez que les dinosaures ont vécu il y a 300 millions d'années. Et on retrouve, écoutez bien, des fossiles des dinosaures qui datent de 65 millions d'années. Que s'est-il passé il y a 65 millions d'années? Ça veut dire avant que l'espèce Homo ait commencé à exister. Il y a 65 millions d'années, justement, une météorite frôlait la Terre et a provoqué une glaciation terrible qui a mis un terme à l'existence des espèces qu'on a connues, telles que les dinosaures. Mais ça s'est passé justement il y a 65 millions d'années. Mais vous dites, ah oui, comment on le sait? C'est parce qu'on retrouve les fossiles, n'est-ce pas? On retrouve les squelettes des dinosaures et grâce aux techniques de la science, entre autres, n'est-ce pas, à la technique du carbone 14, on est parvenu à donner un âge, à dire voici, n'est-ce pas, ce squelette-là, ce fossile-là, il date de telle période. Alors, si la Terre n'a que 6000 ans, vous venez de supprimer les dinosaures. Or, les dinosaures ne sont pas une hypothèse. On a les fossiles des dinosaures. Cette période de glaciation qui avait frappé l'univers, c'est pas une hypothèse, c'était juste à côté de nous au Mexique. Le cratère de cette météorite, n'est-ce pas, existe encore. Et ça s'est passé il y a 65 millions d'années. Donc, vous ne pouvez pas prendre la Bible au pied de la lettre et remonter de génération en génération, tel que Luc, n'est-ce pas, nous l'a présenté, du Christ jusqu'à Adam, et calculer, étant donné qu'une génération c'était environ 30 ans, donc ça fait 4000 ans entre Adam et Jésus, et puisque Jésus et nous, n'est-ce pas, Jésus a vécu il y a 2000 ans par rapport à nous, donc on n'a qu'à additionner 4000 ans à 2000 ans pour faire 6000 ans. Non, les amis. Si vous prenez la Bible au pied de la lettre, n'allez plus à l'école. Parce que
Les scientifiques aujourd'hui, je pense à un grand scientifique, Stephen Hawking, qui est un grand mathématicien, un grand physicien britannique. Il a aujourd'hui 76 ans. C'est un cosmologue, c'est quelqu'un qui étudie le cosmos, pas vrai? Et qui forme des gens pour aller à la NASA, pour aller dans l'espace, etc. Et, écoutez bien, Stephen Hawking a écrit un excellent livre qui est traduit dans plus de 30 langues et qui est tiré à plus de 20 millions de copies. Livre qui lui a valu, n'est-ce pas, des prix et des prix. Je vous donne le titre, achetez-le. Là, c'est un excellent livre. Même si vous n'êtes pas un cosmologue, je ne suis pas cosmologue moi-même, je ne suis pas physicien, je ne suis pas mathématicien, mais Stephen Hawking, c'est H-A-W-K-I-N-G, arrive à nous expliquer en des termes simples, dans son livre, une brève histoire du temps, l'âge approximatif de la Terre. Il n'arrive pas à un âge précis, mais voici ce qu'il dit, c'est que à partir de calculs mathématiques, à partir de ce que les satellites nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, du développement de l'univers, Stephen Hawking est en mesure de nous dire à quoi ressemblait l'univers, tenez-vous bien, il y a 300 000 ans. Si vous êtes en mesure de vous figurer ce chiffre-là mentalement, bonne chance, je vous décerne un doctorat ou un Nobel en mathématiques, ce qui n'est pas mon cas. Mais Stephen Hawking, n'est-ce pas, scientifique, je vous ai cité le titre de son livre, Une brève histoire du temps. Et si vous n'aimez pas lire, il y a même un film qui a été fait, qui s'appelle justement Une brève histoire du temps sur ce livre-là de Stephen Hawking. D'ailleurs, c'est sa thèse de doctorat qu'il a détaisée. Il nous a présenté ce qu'on appelle une soft version, une version populaire de sa thèse de doctorat. Et il a dit, à partir, n'est-ce pas, de calculs mathématiques, à partir, n'est-ce pas, de formules physiques, mais surtout à partir des instruments que la science a pu développer, des méga satellites, Stephen Hawking est en mesure de nous dire voici à quoi ressemblait l'univers il y a 300 000 ans. Alors, si pour vous, parce que vous lisez la Bible et que vous prenez la Bible au pied de la lettre, vous me dites que l'âge de la Terre est 6 000 ans, vous avez un foutu problème parce que il y a 6 000 ans, nous les humains, nous n'étions même pas encore là. Si la Terre n'a que 6 000 ans, eh bien nous ne sommes pas encore nés. Si la Terre n'a que 6 000 ans, eh bien l'agriculture n'est pas encore inventée. Si la Terre n'a que 6 000 ans, eh bien les dinosaures, dont pourtant nous avons les fossiles et les squelettes, n'ont jamais existé. Allons donc les amis, prenez la Bible pour ce qu'elle est et laissez la science nous guider vers la véritable connaissance. Vous savez, j'ai aimé l'humilité du pape. J'ai aimé l'humilité du pape lorsque Georges Lemaître a présenté la théorie du Big Bang. Là. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de la théorie du Big Bang à l'université, c'est-à-dire cette explosion initiale à partir de laquelle l'univers va se former, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, quelqu'un qui lit la Bible dit, écoutez, moi, c'est Dieu, c'est pas le Big Bang, mais ce que les gens ignorent, Georges Lemaître, vous savez, c'est un théologien, c'est un prêtre. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Et il était professeur, n'est-ce pas, c'est un Belge, il était professeur de physique, de mathématiques, et lui, il était en mesure, n'est-ce pas, de se projeter la formation de l'univers à partir de la théorie du Big Bang. Et lorsqu'il a présenté sa théorie, vous savez ce qu'a dit le pape? Le pape n'y a pas vu une déclaration de guerre, le pape qui est le chef de l'Église catholique, il dit enfin, voilà quelqu'un qui va pouvoir nous aider à comprendre le fait de la création. Au fond, le Big Bang ne dit pas que Dieu soit pour rien dans tout cela. Mais le Big Bang explique le processus du déroulement de la formation de l'univers. Et vous savez quoi aujourd'hui? J'ai dit que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'Académie pontificale des sciences. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Académie pontificale des sciences? On invite les grands scientifiques de tous les domaines, qu'ils soient croyants ou non croyants, et ils viennent présenter aux conseillers du pape en sciences les avancées de la science
pour nous aider à mieux comprendre le monde. Donc si vous, là, quand on vous présente une donnée scientifique, quand on vous présente un fait scientifique, vous y voyez une déclaration de guerre contre la Bible, n'allez tout simplement pas à l'école. Le fait est que si vous prenez la Bible au pied de la lettre, là, vous serez à peu près toujours contre les affirmations de la science. Je veux vous éviter ce problème, car si Dieu est la base ou le principe de toute connaissance, Dieu ne saurait être contre quelqu'un qui fait des découvertes scientifiques. Donc je vous invite, et je vais le faire semaine après semaine, à prendre la Bible pour ce qu'elle est. Un recueil de croyances d'un autre temps. Des croyances qui peuvent nous enseigner un certain savoir-vivre. Pas toujours, puisque la Bible recèle des enseignements immoraux aussi. Nous verrons cela dans les prochaines semaines. Mais tandis que la science est là pour vous aider à comprendre, n'est-ce pas, non seulement le mode de fonctionnement du monde, mais surtout le processus de développement ou d'expansion de l'univers. À la question « Quel est l'âge de la Terre ?» Si vous prenez la Bible au pied de la lettre, vous allez dire 6000 ans. Mais en disant cela, si la Terre n'a que 6000 ans, nous les humains, nous ne sommes pas là encore. Les dinosaures n'ont jamais existé et l'agriculture n'est jamais découverte, n'est pas découverte encore. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez, tant mieux. Commandez une copie de l'émission auprès de Juni Limage, 514-790-2726. Sinon, devenez amis, tout simplement, de la page Facebook de l'émission Lumière sur le Monde CPAM et ayez accès illico à toutes nos émissions. Dans un cas comme dans un autre, gardez le sourire, car tant que va le moral, tout va. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre, Dieu voulant. Allez, au revoir.